Alors, qui avait cru au passage de flambeau? Thomas Bonnet? Personne. Personne. Le fameux faites mieux de 2022, tout Ouais. le monde avait compris très vite qu'il serait à nouveau candidat. Et il n'a pas de parole à dire à Raquel Garrido, son ancienne amie. Oui, qui a alliée. été purgé d'ailleurs, Ouais. donc qui en sait quelque chose. Non, moi, ce que j'ai trouvé intéressant dans la prestation de Jean-Luc Mélenchon hier, c'est qu'il avait les habits de respectabilité qu'on lui connaît avant une campagne. Costume bleu marine, cravate de sénateur, sourire sur le visage. Ça, c'est Jean-Luc Mélenchon avant les campagnes présidentielles, on a l'habitude. Mais cette fois, ce que j'ai remarqué par rapport aux autres campagnes, c'est que le vernis craque plus vite. Par exemple, à un moment, alors ça passe inaperçu, tout le monde s'en fiche, mais à Anne-Claire Coudray qui présente le JT, il dit « Arrêtez de pleurer ». Bon bah, n'importe quel autre candidat à la présidentielle qui dit ça à la présentatrice du 20h de TF1, ça fait les choux gras de la presse à juste titre. Jean-Luc Mélenchon, ça passe. Et même dans certaines de ses réponses, on a senti quand même un peu de tension, un peu d'énervement même, que je ne lui connaissais pas dans cette période-là précise avant la campagne présidentielle. Donc je pense qu'on aura un Jean-Luc Mélenchon adouci, parce que c'est sa stratégie, mais qui restera quand même encore très clivant et qui va aller encore très loin pour cliver le pays. Sébastien Ligné, c'est ce que vous entendiez par calme et donc dangereux? Bien sûr, parce que, comme le dit très bien Thomas, c'est la classique Mélenchon. C'est-à-dire que les années précédant une élection présidentielle, on pousse au maximum le curseur de l'outrance pour pousser le plus loin possible ses combats. Et quand on arrive en période présidentielle, hop, on enlève le col Mao, on enlève les vestes un peu en cuir et on redevient un candidat à la présidentielle normal. C'est ce qu'il a fait en 2017, en 2022, ça a fonctionné les deux fois. La force de Jean-Luc Mélenchon, c'est qu'il est persuadé, et je pense qu'il a raison, que son socle électoral ne bougera plus. C'est entre 16 et 21-22% des voix qu'il est convaincu d'avoir pour lui quoi qu'il arrive. Et donc Jean-Luc Mélenchon ne fait que diviser pour mieux régner en permanence. Jean-Luc Mélenchon n'a pas peur de la primaire de la gauche qui essaye de se créer à côté de lui. Parce que Jean-Luc Mélenchon est persuadé qu'au moment du vote, dans les 2-3 semaines qui précéderont le premier tour, le vote utile fera son chemin, la candidature à gauche qui sera le mieux placée sera la sienne, il gagnera les voix de tous les autres candidats de gauche qui seront derrière lui, et il sera au second tour, c'est sa stratégie, ça a quasi fonctionné en 2017 et en 2022, il se dit qu'avec la démographie, il aura ce qu'il faut pour l'emporter cette fois en 2027. Vous avez un peu empiété sur le terrain de ma question. Je vous la c'est pas grave du tout, vous avez le droit. Mais je vous la repose quand même parce que j'aimerais bien qu'on aille plus loin là-dessus. Est-ce que c'est une menace, cette candidature de Jean-Luc Mélenchon, pour la gauche non mélenchoniste? C'est-à-dire que la gauche non mélenchoniste, c'est quoi ? La gauche non mélenchoniste, en 2022, ça a fait moins de 2% des voix. Il y a cette idée, je trouve, à gauche, que la social-démocratie pourrait revenir, que le centre-gauche pourrait revenir en force. Mais en réalité, les faits nous ont montré que ce centre-gauche-là n'existe quasiment plus. Que ce centre-gauche-là, il s'est couché avec Emmanuel Macron ou qu'il s'est rangé derrière Jean-Luc Mélenchon. La gauche, aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, c'est Jean-Luc Mélenchon. C'est lui qui a fait près de 22% des voix. François Hollande, Olivier Faure, Raphaël Glucksmann. Non mais alors, Thomas là où je Bonnet. suis un peu en désaccord avec Sébastien, c'est que moi j'ai en mémoire le score de Raphaël Glucksmann aux européennes, 14% quasiment. Ça veut dire qu'il y a 14% possiblement d'électeurs de gauche, centre-gauche, sociodémocrates, on les appelle comme on veut, mais en tout cas de gauche non mélenchoniste. Alors après, Pour l'instant, ils sont au coude à coude d'ailleurs, Raphaël Glucksmann et Jean-Luc oui, Mélenchon. et Jean-Luc Mélenchon a une courte avance. Ouais. Après, là où je rejoins en revanche 11-12. Sébastien, c'est que le vote utile fonctionne à plein à gauche notamment. Et donc effectivement, si Jean-Luc Mélenchon est le mieux placé dans les dernières semaines du scrutin, il y a de fortes chances qu'il puisse bénéficier d'un vote utile. Toute la question est de savoir, c'est 14%, peut-être un peu plus, peut-être un peu moins, vers qui vont-ils aller? Est-ce qu'ils auront une candidature incarnée par François Hollande, Raphaël Glucksmann lui-même, pourquoi pas? Ou est-ce qu'ils iront à nouveau vers le bloc central, avec un Gabriel Attal, par exemple, qui pourrait capter une partie de cet électorat? Donc, je ne sais pas vous dire aujourd'hui qui pourrait challenger à gauche Jean-Luc Mélenchon. Ce que je sais en revanche, c'est qu'il a en effet un socle très solide. Et quand on voit aujourd'hui les sondages qui valent ce qu'ils valent à un an de la présidentielle, où le seuil de qualification pour le second tour pourrait être assez bas, en fait, il n'y a pas besoin d'aller chercher à convaincre beaucoup plus loin que sa propre base. Avec 18% bien établis, vous pouvez espérer être au second tour, ce qui est évidemment possible pour Jean-Luc Mélenchon. C'est ça la grande différence par rapport aux deux précédentes élections présidentielles. C'est que Jean-Luc Mélenchon le sait, il n'aura pas besoin de faire 20 ou 22% comme les deux dernières fois pour être au second tour. Cette fois-ci, en effet, 16, 17, 18%, ça peut suffire. En réalité, je pense que c'est la meilleure chance pour Jean-Luc Mélenchon d'être au second tour de l'élection présidentielle. Le problème, c'est que toute sa stratégie est tellement pyromane que c'est une excellente stratégie de premier tour, mais que Jean-Luc Mélenchon et tous ses adversaires de gauche le disent, n'a aucune chance de remporter l'élection présidentielle
derrière. Ah bah alors, écoutez Jean-Jérôme Gage, député socialiste de l'Essonne, candidat lui-même à l'élection présidentielle, qui a estimé que si l'année prochaine c'est un duel Mélenchon-RN, eh bien ce sera la victoire du Rassemblement national. Il était sur TF1 ce matin. Hier, il a eu cette phrase incidente qui m'a beaucoup heurté en disant on ne sait même pas si le RN se qualifiera au deuxième tour. Donc dans cette minoration de la menace que représente le Rassemblement national, je trouve qu'il y a une faute politique. Et encore une fois, aujourd'hui, et il en est le premier responsable. Et moi, je ne dis pas ça avec un plaisir immense. On me reproche en permanence de dire il tape sur Mélenchon, il tape sur Mélenchon. Mais aujourd'hui, si Jean-Luc Mélenchon se qualifie au deuxième tour de l'élection présidentielle, alors c'est la certitude de la victoire du Rassemblement national. D'accord, pas d'accord, Thomas Bonnet? Je ne suis pas tout à fait d'accord. D'abord pour une raison simple, c'est que la même personne qui est en train de vous dire ça, Jérôme Gage, dans ce cas de figure-là, votera pour Jean-Luc Mélenchon. C'est vrai. Comme l'ensemble de la gauche. Et j'ajouterais même comme une bonne partie du centre. Alors évidemment, les sondages aujourd'hui donnent une avance parfois à 70-30, Jordan Bardella ou Marine Le Pen contre Jean-Luc Mélenchon dans un second tour. Je ne crois pas du tout à cet écart. Que le RN puisse l'emporter face à Jean-Luc Mélenchon, c'est indéniablement possible. Pour autant, je pense qu'il y aurait une sorte de réflexe un peu pavlovien d'une partie du centre, une partie des élites, de ce qu'on appelait le cercle de la raison. Je n'exclus pas totalement qu'ils puissent voter et voire appeler à voter pour Jean-Luc Mélenchon face au Rassemblement national. Sébastien Ligné. Ce qui est sûr, c'est que en effet, le 70-30 n'arrivera absolument jamais. Et en effet, vous aurez dans ce cas de figure même des figures du bloc central qui appelleront à voter pour Jean-Luc Mélenchon. La grande différence, c'est que pour la première fois de l'histoire de la Ve République, la personnalité politique qui fait le plus peur aux Français, celle qui est perçue comme le plus grand danger, c'est Jean-Luc Mélenchon. C'est une personnalité de gauche et non de droite nationale. Et ça change tout. Parce qu'un électorat modéré, plutôt urbain, bourgeois, aisé, ne pourra pas voter pour Jean-Luc Mélenchon. Et je pense que la peur du RN est en train de disparaître de plus en plus au sein de cet électorat précis. Je pense que le RN fait beaucoup de travail aussi, notamment d'un point de vue économique, pour tenter de flatter cet électorat-là. Et ça suffira pour l'emporter. Mais en effet, ce sera beaucoup plus serré que ce que certains pensent. Et Jean-Luc Mélenchon peut faire largement plus de 40% dans un second tour face au RN. On va parler de cette free party, cette fête, cette rave party qui a eu lieu pendant 3 jours, là, à partir de vendredi à Bourges. Écoutez, Laurent Nunez qui a promis de la fermeté, le ministre de l'Intérieur qui a annoncé également de nouvelles sanctions contre les rave parties. Il était sur place à Bourges hier. Organiser une rave party maintenant, ce sera un délit puni de 2 ans d'emprisonnement, de 30 000 € d'amende. Ça veut dire que quand on identifie les organisateurs, on commence par passer par la case garde à vue. Et puis ensuite, il peut y avoir une condamnation délictuelle. Et puis surtout, ce que nous allons proposer, c'est que les participants aux rave party, dès lors qu'ils ont été informés du caractère illégal de cet rassemblement musical, et donc dans ce cas-là, ce sera un délit aussi pour les participants, et nous pourrons appliquer l'amende forfaitaire délictuelle à hauteur de 300 €. Sébastien Ligné, je vous voyais faire non, de la tête, expliquez-moi. Mais parce que je trouve que cette affaire est tellement révélatrice de l'impuissance de l'État. C'est-à-dire que l'État en est revenu à un rôle de nounou. C'est-à-dire que l'idée n'est plus d'interdire en amont ce genre de rave party, mais de contrôler. Elles sont interdites, c'était illégal. On aurait très bien pu les déloger dès le départ. Enfin, on n'a pas appris l'existence de cette rave En party. plus, 20 000 personnes, c'est pas rien quand elles se déplacent et qu'elles convergent vers un endroit. Donc... Mais écoute, tous les policiers vous disent, quand il y a ce genre d'événement, ils sont prévenus, ils sont au courant. Quand vous avez 30 000, 40 000 parfois personnes qui arrivent en voiture, en camping-car, ça se voit, ça se remarque. Mais ils ont des consignes de simplement sécuriser la zone, de faire en sorte qu'il n'y ait pas trop d'accidents. Mais voilà, donc c'est un rôle de nounou. On contrôle la population. Alors qu'en peu plus sévère, là, il dit. Oui, mais heureusement, on parle quand même d'un champ militaire. Le problème, c'est qu'on ne parle pas assez souvent des autres rave parties qui se passent notamment sur des champs agricoles où les fêtards détruisent des champs et des cultures. Les agriculteurs perdent des dizaines de milliers d'euros à cause de ces rave parties-là. Et on ne déloge jamais ces fêtards. On est toujours dans une logique de contrôle, d'acheter la paix sociale, de surtout pas faire de débordement. Donc, on contrôle la rave party et en sortie, on leur met des amendes. Enfin, je vais vous dire, il y a la moitié des amendes, elles ne seront jamais payées. Hein. Thomas Bonnet. Non mais en fait, on est tous d'accord sur le constat. Effectivement, c'est déplorable dans un champ militaire. C'est un acte politique aussi d'ailleurs de la part de ces toughers, puisque c'est le mot visiblement qu'il faut employer. Acte politique d'ailleurs, parce qu'en plus c'est les terres, on va dire, de Laurent Nunez. Il était ciblé entre guillemets. Il y a une proposition de loi qui est examinée en ce moment et qui va permettre surtout de durcir l'arsenal législatif. Mais une fois qu'on a dit ça, ça ne répond pas à la question de comment on peut empêcher ces rassemblements. En réalité, c'est plus compliqué que ce que Sébastien, à mon avis, disait. C'est-à-dire que vous avez en effet 20 000 personnes qui convergent à un endroit, mais qui
se planquent. C'est des zones rurales qui, par définition, abritent des villages, qui peuvent dissimuler assez facilement les véhicules. Ils ont ensuite, visiblement, une longueur d'avance sur les services de renseignement, c'est-à-dire qu'ils arrivent à passer par des messageries cryptées, à berner les services de renseignement, et les coordonnées GPS du lieu de rassemblement sont données au tout dernier moment. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas si simple d'empêcher ce rassemblement. Vous ne pouvez pas, en plus, mettons qu'il y a 20 000 personnes, vous ne pouvez pas dépêcher 20 000 policiers et gendarmes pour aller chercher les uns, sachant qu'ils n'ont encore commis aucun délit, par définition. Donc c'est très compliqué, même d'un point de vue de force de l'ordre, pour les forces de l'ordre. Ensuite, en effet, la question, à mon avis, c'est celle plutôt de la condamnation très ferme des organisateurs, qui, eux, doivent être très sévèrement punis, et de la saisie du matériel. Parce que, aussi fou que cela puisse paraître, aujourd'hui, on ne peut pas saisir le matériel, le son, par exemple, de ces festivals, de ces rave parties, parce qu'il a été loué dans les pays de l'Est. Donc, en fait, on n'a pas de prise là-dessus. En Italie, par exemple, ils ont durci très clairement la loi. Et bien, aujourd'hui, les toughers italiens, ils viennent justement en France parce qu'ils savent qu'en France, on est plus permissif. Donc, en effet, il y a eu beaucoup d'étrangers, espagnols, italiens, toujours qui comme ça. sont venus à et Bourges. après, il y a une question de maintien de l'ordre. En effet, j'entends tout à fait le fait qu'on est dans une volonté d'encadrer. La réalité, c'est que si vous intervenez, si vous envoyez les 650 gendarmes mobiles sur le terrain, déjà qui est un terrain miné, mais mettons même sur un champ, ça risque d'être très compliqué. On a eu des exemples malheureusement dans le passé. Je pense à Nantes. Steve était tombé dans la Loire suite à une intervention de gendarmerie ou de police. Bon, je ne dis pas qu'il faut rien faire. Je dis simplement qu'en termes de maintien de l'ordre, c'est assez compliqué d'agir et que c'est pas, on peut pas juste envoyer les forces de sécurité intérieure. Mais le problème, Sébastien c'est que Ligny. ces toughers, encore une fois, pour reprendre le mot consacré, profitent et savent pertinemment que les forces de l'ordre n'interviendront jamais. Donc ils profitent de ça, ils profitent de ces règles extrêmement permissives. Tant que vous ne ferez pas un coup de filet, une démonstration de force, alors je ne dis pas que vous arriverez à déloger tout le camp, que ce sera merveilleux, que c'est la solution miracle. Et encore une fois, je ne pense pas que vous ayez besoin de 20 000 policiers pour déloger 20 000 fêtards. Mais tant que vous ne ferez pas une action coup de poing, le message ne sera jamais envoyé. C'est aussi une question de symbole. Ces fêtards se savent pertinemment en sécurité pendant tout un week-end. Ils savent pertinemment qu'il y a des policiers autour qui n'interviendront jamais, qu'il est possible assez facilement, honnêtement, de contourner le filet de sécurité à la sortie pour éviter d'avoir en effet une amende ou une contravention, etc. Donc, je pense que c'est une question de symbole, cette histoire. Et qu'il y a en effet un manque d'autorité de la part du ministère et de la préfecture qui, un jour ou l'autre, devra sévir. Il suffit d'un coup de force, une fois, pour envoyer un message à tous les fêtards d'Europe. Tous les fêtards d'Europe. Oui, Thomas Non, Bonnet. mais en fait, là où je ne suis pas tout à fait d'accord, c'est que même les ministres de l'Intérieur les plus allants sur cette question-là, je pense à Nicolas Sarkozy au début des années 2000, je pense à Bruno Retailleau encore récemment, même eux n'ont pas réussi à endiguer le phénomène. Il ne s'agit pas simplement de volonté beaucoup moins politique. qu'avant. C'est ce que j'allais dire, c'est quand même un phénomène qui est en hausse, parce qu'on pourrait dire, bon, c'est une fête de Bruno temps en temps. Bruno sur Retailleau 3 a été jours, confronté, lui, bref. en tant que ministre de Mais- l'Intérieur, à des phénomènes de rave party. S'il y avait une formule magique, ça serait. Je pense qu'il faut se focaliser sur les organisateurs, encore une fois, quitte pourquoi pas à leur faire passer quelques jours ou quelques mois, voire quelques années derrière les barreaux. Mais en tout cas, sur les participants, ça me semble plus compliqué d'aller verbaliser tout le monde avant même qu'ils aient rejoint le lieu de la fête. On en vient évidemment au prix à la pompe. Vous saviez que les distributeurs de carburant sont convoqués à Bercy aujourd'hui. Il est question bien sûr des prix. Il est question d'une pénurie ou pas d'ailleurs, enfin en tout cas de l'état des stocks de carburant. Ce qui nous intéresse, à l'origine de cette crise pétrolière, il y a bien sûr le blocage du détroit d'Ormuz. Et écoutez déjà Emmanuel Macron qui a réagi à l'escorte annoncée par les États-Unis. Il prenait la parole depuis l'Arménie où il est en déplacement ce matin. Si les États-Unis sont prêts à rouvrir Hormuz, c'est très bien. C'est ce qu'on demande depuis le début. Et nous, on ne va pas participer à quelque opération de vive force que ce soit dans un cadre, pour ma part, qui ne me semble pas clair. Donc nous avons bâti une mission ad hoc sur laquelle nous travaillons. La planification militaire s'est faite à Londres, mais nous souhaitons qu'il y ait surtout une réouverture concertée entre l'Iran et les États-Unis. C'est la seule solution qui permette durablement de rouvrir le détroit d'Ormuz, de permettre la libre navigation et de le faire sans restriction et sans péage. Alors on est tous d'accord qu'une réouverture concertée serait meilleure pour tout le monde, mais la concertation, elle ne semble pas du côté américain et iranien. Hein. Non, mais je pense qu'on peut même en appeler à la paix entre les peuples dans le monde entier. Ça serait On va appeler le pape. un vœu pieux. Réouverture concertée, c'est quand même une formule très intéressante qui ne veut pas dire grand-chose. Concertée avec qui ? C'est-à-dire qu'on met sur le même plan le régime des mollahs en Iran et l'administration Trump aux États-Unis. J'ai du mal à concevoir réellement où veut en venir le chef de l'État. Après, oui, on espère tous que le détroit d'Ormuz soit un jour débloqué. Comment ça pourra se passer, ça, seul Trump le sait, je crois, aujourd'hui, ou peut-être les Iraniens dans le cadre de négociations. Mais moi, je suis toujours assez effaré de voir
que nous sommes encore dans le rôle de commentateur. On le dit à chaque fois, mais Emmanuel Macron, en est réduit depuis l'Arménie à dire on espère qu'il y aura une réouverture concertée. Bon, voilà aujourd'hui la voix de la France. C'est déplorable. Alors, pas que la France, l'ensemble de l'Europe, à grands traits, est à peu près dans la même situation. Sébastien Ligné. C'est la fameuse théorie d'Emmanuel Macron de l'ambiguïté stratégique, c'est-à-dire qu'on dit beaucoup de mots pour pas dire grand-chose au final. On pourrait faire exactement la même réflexion sur la dissuasion avancée proposée par le chef de l'État à propos du parapluie nucléaire. Personne n'a réellement compris ce que voulait dire cette dissuasion avancée. Donc c'est très facile en réalité d'être dans la position d'Emmanuel Macron. Le problème c'est qu'en effet, encore une fois, comme dans tant de sujets, il y a un sentiment d'impuissance qui se dégage, qu'en effet la France ne peut pas faire grand-chose, que la France ne peut plus faire grand-chose en réalité dans cette histoire-là, hormis appeler à la paix mondiale et à se mettre dans la roue de Donald Trump. Mais d'un point de vue énergétique, on s'est nous-mêmes mis dans l'embarras. Même avec un détroit d'Ormuz bloqué, si on ne s'était pas privé unilatéralement des sources d'approvisionnement russes, si on n'avait pas développé des partenariats plus mondiaux, peut-être qu'on serait moins aujourd'hui impacté par le blocus du détroit d'Ormuz. Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour aider les Français? Puisque je le disais, les distributeurs de carburant sont convoqués à Bercy aujourd'hui. Il va être question de l'état des stocks et bien sûr des prix et des aides. Alors le Premier ministre Sébastien Lecornu qui est tenu finalement entre les finances publiques d'un côté, les Français de l'autre. Il encourage Total Energy à un plafonnement généreux des prix à la pompe. Thomas Bonnet. Mais là encore, c'est une formule incroyable. Plafonnement généreux. Ouais. Plafonnement généreux. On implore. J'aimerais être dans cette réunion à Matignon où ils ont trouvé cette formule incroyable. Après avoir dit d'ailleurs qu'il faudra peut-être taxer les surprofits de Total. Donc maintenant, on veut les taxer. En fait, il faudrait qu'ils bénéficient encore et qu'ils puissent faire bénéficier les Français de ce plafonnement généreux. Bon, c'est formidable parce qu'au bout de 9 ans de Macronie, on est encore surpris par le sens de la formule des macronistes qui quand même découvrent un an avant de partir que les finances publiques c'est important, que la dette c'est un sujet, qu'on ne peut plus tout dépenser, qu'il n'y a plus d'argent magique et que tout ça nous a coûté un pognon de dingue. J'entendais encore ce matin le gouverneur de la Banque de France qui est sur le départ à dire on lui demandait pourquoi les autres pays européens font des baisses de taxes et pourquoi pas la France. Et tout simplement parce qu'on ne peut pas. Et donc en fait, au-delà même du sujet des carburants qui va être un sparadrap pour le gouvernement jusqu'à ce que la situation s'améliore et on ne sait pas quand ça va arriver. Mais en fait, la réalité, c'est que nous sommes désormais très fragiles, très faibles à cause de nos finances publiques et donc à cause de la politique économique menée par Emmanuel Macron depuis 9 ans. Pas que lui, ça avait commencé avant, mais depuis 9 ans, 1300 milliards d'euros de dettes supplémentaires. Et bien aujourd'hui, on le paye et on le paye très lourdement. Alors on le paye, ce sont les Français les plus modestes surtout qui le payent. Sébastien Ligné. Moi, ce qui me rend absolument dingue, c'est le manque d'inventivité et de créativité du gouvernement. C'est-à-dire que, encore une fois, on pense ce qu'on veut de la proposition du RN de baisser la TVA à 5,5 sur les carburants. On pense ce qu'on veut des propositions de la gauche ou de la France Insoumise sur le sujet. Mais au moins, on peut leur reconnaître qu'il y a une proposition sur la table. Ce qui me rend dingue, c'est qu'il n'y a aucune proposition nouvelle de la part du gouvernement. Des aides ciblées, prolongées. Voilà, on en vient à implorer une entreprise privée de limiter et de plafonner le prix de l'essence. Généreusement. Encore une fois, impuissance totale de l'État qui est obligé de se mettre à genoux devant un pétrolier en disant s'il vous plaît, ne montez pas trop vos prix. On en vient à reprendre des idées totalement socialisantes sur des taxes sur les super profits. Mais voilà, il n'y a plus d'idées, il n'y a plus rien dans le carburant du gouvernement d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'en effet, vu que la baisse de la dépense publique ne rentre pas dans leur logique, il est impossible de baisser les taxes, donc ils ne peuvent rien faire.